RCF et Radio Notre-Dame, le débat du jour. 9h10, le débat du jour. Ce matin, nous sommes avec Clotilde Brossolet. Bonjour et bonne année Clotilde. Bonjour à tous, bonne année à tous les auditeurs. Éditrice, essayiste, vous êtes aussi chroniqueuse dans la matinale de temps en temps le mardi ou le mercredi. Le mercredi. Pardon, je me trompe de jour, on est mardi aujourd'hui, mais vous êtes souvent là le mercredi. Et Carole Sabat, bonjour et bonne année. Bonjour, bonne année, meilleurs vœux. Avocat, porte-parole de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France, avec vous deux. Et évidemment, ce matin, on va revenir sur cette date, le 7 janvier. Oui, le 7 janvier 2015, forcément. Et puis l'esprit Charlie, de savoir s'il est toujours là et ce que signifiait précisément d'ailleurs cet esprit. Et dans quelle mesure peut-on le partager ou ne pas le partager également. Et puis on parlera aussi de la démission de Justin Trudeau et aussi de l'international réactionnaire fustigé par Emmanuel Macron quand il parle d'Elon Musk et de ses agissements. Eh bien, tout cela. Voilà le programme. Voilà le programme. Vous pouvez réagir par mail, comme chaque jour, direct@radionotre-dame.com ou direct@rcf.fr. Bienvenue dans le débat du jour. En réponse aux attentats de janvier 2015, il y avait donc eu une vague qui s'était levée, des millions de personnes dans la rue, avec cette injonction « Je suis Charlie », vous en souvenez tous, si vous aviez l'âge, parce qu'on s'aperçoit aussi que des personnes n'avaient que 10 ans à l'époque, dans notre environnement proche, à la radio en tout cas. Et donc, ça n'est pas forcément un repère pour toute une génération plus jeune en particulier. Mais pour Clotilde Brossolet et Carole Sabat, cela signifie évidemment quelque chose. Clotilde et Carole, on va essayer de s'interroger, c'est notre premier sujet, sur cet esprit Charlie et sur cet événement de janvier 2015, ce qu'il a signifié pour la société française. Carole. Moi, je pense, en fait, il y a plusieurs niveaux de lecture. Le premier niveau, c'est bien sûr, en fait, cette violence en direct. Qui a suscité beaucoup d'émotions, beaucoup d'empathie, beaucoup de solidarité. Et donc, le Je suis Charlie est venu un peu sur ce fondement-là, sur cette base, sur ce socle. Après, en fait, ça s'est transformé. C'est un terme qui est polysémique quelque part. Donc, on peut lui donner beaucoup de sens. Et beaucoup de personnes, en fonction, je dirais, au groupe, en fonction de ce qu'ils projettent, je dirais, dans la société, ont mis du contenu. Certains ont mis du contenu sur la liberté d'expression. Certains ont mis du contenu sur la défense en fait du droit du blasphème, à distinguer du blasphème en tant que tel, de la défense de la liberté d'expression, ce que j'ai dit, jusqu'où en fait cette liberté d'expression peut aller. C'est des débats qui continuent jusqu'à aujourd'hui. Il y a un troisième niveau aussi, c'est l'islam radical en fait, qui est venu abattre directement, je dirais, un symbole quelque part d'une forme de moquerie de Dieu, parce que bon, il y a actuellement en fait une sorte de concours qui se prépare justement sur comment rire de Dieu. Est-ce que cela est permis dans le christianisme? On a vu pendant l'été, il y a eu des associations chrétiennes catholiques en fait qui se sont érigées contre, je dirais, l'utilisation par Charlie Hebdo du symbole de la Vierge, aussi de ce que représente la Vierge pour les chrétiens. Et d'ailleurs, ce qui est marrant et très intéressant en fait, 10 ans après, c'est de voir aussi Philippe Val en fait, qui est l'ancien directeur de Charlie Hebdo au moment justement de l'attaque contre Charlie Hebdo, et qui lui-même il dit en fait, j'ai demandé en fait à toute la rédaction, à tous les membres en fait de Charlie Hebdo, s'ils étaient d'accord de publier en fait ces images à l'époque, et personne ne s'est opposé. Et donc en fait, ils l'ont fait à bon escient. Et là aujourd'hui, ce qu'il dit, c'est que quelque part 10 ans après, on s'est couché quelque part. On referait-il la même chose? Tout à fait. Que non. Non, on ne le refait pas. Oui et non. En fait, c'est un sujet à débat. Et d'ailleurs, en fait, il dit que la parodie, j'aurais bien aimé que la parodie sur le christianisme qui a eu lieu pendant les Olympiques, la cérémonie d'ouverture, c'est beaucoup plus facile de s'attaquer aux chrétiens que de s'attaquer aux musulmans. S'il y avait une parodie en fait de l'islam en tant que tel pendant la cérémonie d'ouverture, c'est beaucoup. Vous estimez qu'un certain activisme musulman a modifié nos comportements? Non, je ne dis pas. Je dis ce que disent en fait les acteurs de Charlie Hebdo. Je constate qu'il y a des évolutions aussi qui sont, je dirais, des aggravations à la fois géopolitiques, à la fois sur l'islam radical. Il ne faut pas oublier en 2015, c'était aussi l'époque de la montée de Daesh, l'époque de l'État islamique, l'époque de ce qu'on appelle aujourd'hui en fait le djihad global. Est-ce que ça a vraiment changé quand on voit que justement un jeune Pakistanais s'en est pris aux anciens locaux de Charlie Hebdo, ne sachant pas qu'ils avaient déménagé? Alors justement, c'est ce que Philippe Val dit. Est-ce qu'on dit parfois en fait, lorsqu'on dit
dit que c'est des loups solitaires, ou lorsqu'en fait on dit que c'est... est-ce qu'on se trompe pas de débat ou pas? On voit très bien en fait comment les choses sont très très tendues au Moyen-Orient, comment aussi en Syrie, après la chute du régime dictatorial de Bachar el-Assad, son remplaçant c'est qui? En fait, il faut voir aussi, j'entendais ce matin en fait Molins, l'ancien procureur qui était à l'époque procureur antiterroriste à l'époque des attaques de Charlie Hebdo, qui était Joulani, qui est actuellement le chef, je dirais, de la Syrie, qui était je dirais, qui était recherché par ses fiches. Et donc aujourd'hui, on serre la main peut-être à quelqu'un. Alors on dit qu'il est sorti en fait du djihad global, qu'il veut uniquement imposer ou mettre en place la charia islamique. Donc ces sujets sont toujours très bouillonnants à mon avis, sont beaucoup plus bouillonnants. Et il y a un niveau interne, et je termine là-dessus pour donner la parole. C'est le niveau franco-français aussi. Il y a tout un débat au niveau de la gauche, d'une certaine gauche, sur la question de l'islamo-gauchisme. Est-ce que cet islamo-gauchisme qui fait qu'aujourd'hui, dans les institutions éducatives, dans les institutions scolaires, universitaires, s'est installée une certaine idéologie quelque part qu'on appelle l'islamo-gauchisme, qui tolère dans l'esprit, je dirais, dans l'expression, un certain nombre de comportements et qui brime d'autres comportements là-dessus. Et qui n'est pas vraiment Charlie. C'est un débat. Et d'ailleurs, Riss en fait en parle et Philippe Val en parle aussi. Alors Clotilde, l'attentat, mais les attentats de ces jours-là, sont véritablement fondateurs dans l'esprit des Français, parce que c'est finalement la première fois où nous allons prendre conscience que le terrorisme islamiste n'est pas uniquement antisémite et limité à des faits, on va dire, quasi anecdotiques, contrairement comme Mohamed Merah, on peut encore à Toulouse se voiler la face en se disant c'était devant une école juive, des enfants juifs qui sont touchés. Là aujourd'hui, avec le 7 janvier, c'est l'ensemble de la France qui est touchée, parce qu'il y a d'abord Charlie Hebdo, avec ce que représente Charlie Hebdo dans l'esprit français, ce côté très grinçant de la liberté d'expression, qui fait que même moi, je me suis chanté Charlie. Je me souviens le moment où j'apprends l'attentat, je suis avec ma mère, voilà, nous plutôt bourgeoise versaillaise, maman, et on est sidérés parce que dans le paysage... Charlie, votre mère. Et ma mère était Charlie, exactement. Mais déjà, ma mère était Charlie quelques temps avant, parce qu'on le savait. Elle est encore, je pense. Parce que c'est pas la première fois que Charlie Hebdo avait été menacé. Il y avait déjà eu des manifestations très minoritaires, qui n'avaient pas grand-chose. Mais il y a quelque chose de l'ordre de la liberté d'expression qui nous a touchés. En fait, ceux qui sont morts ce jour-là, tout le monde les connaissait. Cabu, Wolinski, Charb, tout le monde les connaît. En fait, ils faisaient partie de notre imaginaire collectif, culturel. Qu'on soit d'accord ou pas avec ce qu'ils dessinaient. Mais ils faisaient partie. Et puis, il y a la mort de la policière, le lendemain, Clarissa, dans le moment de la fuite. Et il y a l'attentat de l'hypercachère, en parallèle. Donc finalement, en quelques jours, c'est l'ensemble de la société française qui est touchée. Et donc, on comprend que tout le monde est une grande partie de la France est Charlie. Et même Jean-Luc Mélenchon à l'époque, puisqu'il faut écouter ses paroles au moment il était ami avec Charb, quand il dit que jamais qui que ce soit n'osera nous interdire de critiquer le religieux, et voilà, et même pas la peur. On voit bien qu'il a changé totalement d'avis depuis, que 2 ans après, renversement total de l'idéologie mélenchoniste. Mais voilà, je pense qu'en fait, il y a cet élément-là. C'est-à-dire que nous sommes touchés... Jean-Luc Mélenchon n'est plus Charlie. Ah, Jean-Luc Mélenchon n'est plus Charlie depuis un moment. Pourquoi vous dites ça ? Parce qu'on voit très bien qu'aujourd'hui, au nom de la lutte contre une certaine discrimination, qui sont les discriminations à l'encontre des musulmans, toute parole critique sur l'islam est totalement et immédiatement condamnée par la France insoumise et une certaine partie de la gauche qui a quand même cet électorat en vue, même si ça reste un électorat qui vote peu. C'est le fond doctrinal de la gauche qui a passé d'une certaine manière et qui aujourd'hui a été pour certains remplacé par ce qu'on appelle en fait l'islamo-gauchisme et qui cause d'ailleurs un vrai problème pour la gauche aujourd'hui, un vrai problème pour le Parti socialiste aujourd'hui, qui n'est plus celui de l'époque en fait où le président Hollande était président en charge et en poste au moment en fait de ces attaques. Et donc en fait toutes ces questions se posent aujourd'hui, se posent avec beaucoup plus d'acuité, beaucoup plus de tension. Il y a la question aussi de la place de la religion à l'intérieur de la société. Est-ce qu'on peut avoir en fait une expression de la religion qui soit pacifique, c'est-à-dire une religion en fait une foi convictionnelle qui soit une sorte un peu de pont, une sorte un peu de passerelle pacifique. Le rôle, je dirais, la vocation, moi en tant que chrétien et orthodoxe, je ne peux pas. Bien sûr, j'aime beaucoup Charlie, j'aime beaucoup ce qu'ils font et ce
droit spécifique, je dirais, de la provocation, de l'expression un peu provocatrice d'une certaine manière, elle me fait rire aussi, moi aussi, ça me touche pas directement. Mais pour certaines religions, pour certaines expressions identitaires de la religion, ça cause un vrai problème. Et donc, on a aujourd'hui deux façons de voir la foi. Est-ce qu'il y a besoin d'être identitaire pour être choqué? Ben non, en fait, quand je dis identitaire, c'est un mot qui a été galvané, un terme qui a été galvaudé quelque part, mais le fond lui-même est intéressant. Le terme identité, c'est ce qu'on exprime, c'est une définition de ce que nous sommes. Mais c'est devenu l'expression, lorsqu'on parle de foi identitaire, l'expression en fait d'une forme d'extrémisme, de radicalisme dans l'expression, que ce soit du côté chrétien ou du côté musulman ou du côté juif. Mais on peut être choqué sans être extrémiste. Ah, tout à fait, absolument, tout à fait. C'est pour ça que je dis que tous ces sujets aujourd'hui... Parce que c'est facile d'être tolérant quand vous êtes indifférent. Mais attention, être choqué ne veut pas dire vouloir interdire. Je crois qu'il y a une grande différence à faire entre le fait religieux, et c'est la difficulté des enseignants aujourd'hui dans la dispense de leur enseignement, d'expliquer à leurs élèves ce que c'est qu'un fait religieux qui se distingue de la foi. Évidemment que quand Charlie Hebdo caricature le Dieu auquel je crois, c'est pas ce qui me réjouit le matin en me levant, c'est clair. Mais en revanche, ça n'atteint pas ma foi en fait. C'est une caricature et l'intérêt de la caricature, c'est justement, elle est outrancière. Mais pour que la caricature soit comprise, il faut que nous ayons un fond culturel commun. Et c'est peut-être ça aussi la difficulté. C'est qu'aujourd'hui, si on voit à la moitié des enseignants reconnaissent renoncer à certains enseignements, finalement à reculer, c'est-à-dire qu'ils disent il y a des sujets sur lesquels ils se taisent, la moitié des enseignants. C'est bien parce que nous n'avons plus la capacité d'avoir un imaginaire commun, ou en tout cas partagé, avec lequel nous pouvons analyser les caricatures, les comprendre et en distinguer le fond de la dimension outrancière. Mais pourquoi n'a-t-on pas cet imaginaire commun? Parce que moi qui enseignais, peut-être que ce n'est plus au cœur de l'enseignement, cet imaginaire commun. Non, c'est un problème d'intégration aussi. Et c'est un problème d'intégration. Et l'école a été, de ce point de vue-là, pas du tout un acteur de l'intégration. Mais même d'un point de vue de la pédagogie, moi quand j'enseignais, on me disait l'élève est maître de son savoir. Comment voulez-vous créer un savoir commun si c'est chaque élève construit son propre savoir? Évidemment, il le construit. Un individualisme même dans la pédagogie. Alors, je vous parle pas des heures et des heures en histoire-géographie. Je dirais, c'est un constat sociologique qu'on peut faire, je dirais, sur le logiciel de l'intégration qui est en panne en France depuis un certain temps. Et donc, à côté de ça, on a une montée de la communautarisation. Moi, qui ai vécu ça au Liban, en fait, quand je vois comment la communautarisation, c'est-à-dire la valeur communautaire, prend la place de la valeur nationale. Moi, je suis pas pour neutraliser, en fait, ou exclure la valeur communautaire. Elle est importante, elle existe. Mais dans l'ordre hiérarchique, je dirais, d'une république, la valeur nationale est plus importante que la valeur communautaire. Le problème, c'est lorsqu'on inverse les deux. C'est-à-dire quand la valeur communautaire devient elle-même le facteur dominant, et donc ça, au plus du problème économique, des problèmes économiques et financiers, le problème de logiciel de l'intégration, et troisièmement, la communautarisation. Et donc la montée aussi de l'islam. Je veux dire, l'islam, pas l'islam en tant que tel, mais l'islam radical. Cet islam radical qui a un logiciel très spécifique qui est celui du djihad international, c'est-à-dire de cette volonté de conquête et non pas d'intégration ou d'insertion, je dirais, dans une société et d'acceptation des valeurs culturelles de cette société. Donc il y a tous ces débats qui sont aujourd'hui mis en exergue par 10 ans après. Et donc qui, les leçons en fait de Charlie, qu'est-ce que c'est, Clotilde Brossolet? Je pense que c'est très difficile de répondre à cette question, mais je voudrais quand même souligner quelque chose d'un point de vue sociologique. La Croix vient de publier une partie d'un sondage dont elle va publier l'intégralité dans les jours à venir. 44% des moins de 35 ans disent qu'au nom du respect de l'individu et de ses sensibilités, ils sont prêts à restreindre la liberté d'expression. Et ça, je trouve que c'est intéressant. Je sais pas si je pense que c'est un échec de l'esprit Charlie. C'est-à-dire que nous n'avons pas réussi à convaincre notre jeunesse que la liberté d'expression devait primer sur l'individu. Et c'est bien la question du collectif qui est en jeu. C'est-à-dire dans une société liquide où ma sensibilité personnelle, mon émotion personnelle prévaut sur la loi quasiment aujourd'hui, finalement, la liberté d'expression peut être restreinte. Et on le voit bien. Ce qui est un paradoxe, parce qu'on devrait justement favoriser cette liberté d'expression dans la mesure où de plus en plus de gens peuvent s'exprimer. Exactement, c'est bien sûr, bien sûr. Et voilà. Mais en fait, c'est d'abord ma sensibilité, je me considère. Et puis, je crois que la mort de Samuel Paty a montré que nous n'avions rien résolu. Et on le voit bien, nous sortons du procès de ceux qui ont favorisé l'attentat contre la mort de Samuel Paty. On le voit bien, les enseignants qui ont parlé à l'issue de ce procès et pendant ce procès l'ont bien dit. Dans leur classe,
il est difficile d'enseigner. C'est la question de la laïcité aussi qui se pose aujourd'hui. On n'a pas le même regard, en fait, tous sur la question de la laïcité. L'autre jour, on est à la CRCF, on s'est déplacé dans un collège en région parisienne, justement pour parler à des classes de la 4e. CRCF, c'est la conférence des responsables de culte en France. C'est-à-dire, en fait, les catholiques, les orthodoxes, les protestants, les juifs et les musulmans, et puis les bouddhistes. On a été, en fait, tous les responsables religieux devant une classe de 2 classes de 4e et de 5e pour parler. Et on se rend compte que ces questions-là, les taraudent aussi à leur âge, mais ce qui est évident, c'est qu'on n'a plus la même conception de la laïcité. Parce qu'il y a des hauts débats dans la laïcité, il y a de la laïcité radicale, la laïcité positive, la laïcité tolérante. À quoi voyez-vous cela? À travers justement le problème de l'intégration. Parce qu'aujourd'hui, le champ politique, en plus, il est tellement fragmenté. Je veux dire, si on avait aussi, on va pas revenir en fait sur la question en fait de la gouvernance politique qui est très fragmentée aujourd'hui, mais la fragmentation de la Ve République et de la gouvernance politique ajoute de la confusion aussi dans tout ça. Mais les élèves de 4e devant lesquels vous étiez, tout le monde le sent parce que la fragmentation du monde politique. parce qu'il entend il la ressent à la maison, il la ressent dans leurs communautés respectives quand ils ont des communautés dans lesquelles ils sont intégrés. Donc il y a tout cet environnement, je dirais, de morosité politique, de morosité économique, d'absence en fait de clarification sur ces sujets-là. Et pourtant, il y a 10 ans, on se rappelle des images de cette marche où tout le monde était Charlie, il y avait une forme de communion nationale, d'identité commune. Est-ce que en 10 ans seulement, et ce besoin existe toujours. Oui. C'est parce que là, en fait, ce que je disais, c'est quand j'ai commencé à dire que le socle de base dans Charlie, c'était cette violence, en fait, très forte, très directe, qui a atteint tout le monde quelque part. Et comme l'a dit Clotilde, quelque part, en fait, c'était pas uniquement contre Charlie Hebdo. On s'est ressentis tous attaqués, tous visés. Ce qui a montré qu'on était ensemble. Et il y a eu, justement, c'est ça, faire nation, c'est quoi? C'est avoir de l'empathie ensemble, c'est de communier sur un certain nombre de valeurs ensemble. Et donc, ces valeurs de lutte contre la violence, de respect de la liberté d'expression, c'est des socles communs, en fait. Mais la base était une base d'empathie et de solidarité. Clotilde Brossolet, il y avait une base commune il y a 10 ans? Oui, je pense qu'il y a une base commune fortement fondée sur l'émotion, mais je pense que la réponse que nous avons apportée était une fausse réponse. Une mauvaise réponse, plutôt qu'une fausse réponse. La réponse de la marche? La réponse, on va dire, politique, au sens noble du terme. Ça a été la réponse de la laïcité et des valeurs de la République. Or, nous ne pouvons pas, dans un pays fragmenté qui n'a plus de socle commun, d'un point de vue culturel, parler de valeurs. Parce qu'en fait, nous ne savons pas ce que nous mettons derrière les mots. Et du coup, en forçant la laïcité, nous avons aussi donné le sentiment que nous avions peur du fait religieux, que nous le craignions et qu'il fallait s'en méfier. Or, le fait religieux, il appartient à nos sociétés. Et la réflexion politique doit le prendre en compte. Je ne veux pas dire que ça remet en cause la laïcité, mais la manière dont notre pays a présenté la laïcité, elle a été vue par les musulmans, et je le vois à Nanterre, certaines de mes amies de l'époque l'ont vue comme une agression personnelle, contraire, en disant, mais ça y est, ça va être la fin, je vais plus pouvoir pratiquer parce que ça va être la suspicion sur les musulmans. Et ma réponse avait été de leur dire, mais vous croyez quoi, que la laïcité, elle va pas avoir aussi des conséquences sur le catholicisme, alors que moi, j'y suis pour rien dans cette affaire. La conversation est caricaturale, hein. J'en ai bien conscience. Mais en fait, c'est une méfiance du fait religieux, alors qu'au contraire, le fait religieux, il doit être apprivoisé, décompris, et il faut aussi en voir ce qu'il a de beau, parce qu'une société qui n'a pas son transcendance, c'est une société purement matérialiste. Qui s'en méfie? Je pense le politique, au sens large, le média. Et on le voit bien. Mais rappelez-vous... il y a beaucoup d'ambivalence du politique vis-à-vis du fait religieux aussi, il faut le dire. En un mot, on continuera juste après une courte pause liée aux informations. Mais ce débat, on pourrait connaître. Il y a des réactions d'auditeurs également sur direct@rcf.fr. Orient Extrême. Chaque semaine, retrouvez l'actualité asiatique sur Radio Notre-Dame. Orient Extrême, chaque jeudi à 18h30, présenté par les Missions étrangères de Paris. Orient Extrême, c'est aussi chaque dimanche à 17h30. En ce début d'année, La Croix l'Hebdo vous invite à découvrir des initiatives porteuses d'espérance. 5 projets inspirants, 5 histoires qui montrent comment, pas à pas, l'espérance se construit autour de nous. Des actions concrètes pour se rapprocher des plus vulnérables. Avec La Croix l'Hebdo, plongez dans ces récits de fraternité et de justice, des histoires qui font du bien et qui donnent envie d'agir. Dans ce numéro spécial, La Croix l'Hebdo célèbre l'espoir et l'engagement. Retrouvez La Croix l'Hebdo dès maintenant chez votre marchand de journaux. Bruno Courtois, directeur général de Radio Notre-Dame.
Depuis la rentrée de septembre, nos coproductions avec le réseau RCF se sont multipliées et vous êtes quelques-uns à ne pas comprendre pourquoi. Il faut le dire, aujourd'hui, le média radio est en plein bouleversement. Il y a moins de chrétiens, moins d'argent et il y a pourtant tant à dire pour apporter un regard chrétien sur l'actualité et vous accompagner dans votre vie de foi. Alors ensemble, nous serons plus forts et nous irons plus loin. Aidez-nous en nous soutenant financièrement, c'est le moment ou jamais. Radio Notre-Dame, c'est au 6 boulevard Edgar Quinet à Paris dans le 14e et c'est aussi sur radionotre-dame.com. Je compte sur vous. « 9h30 sur Radio Notre-Dame et RCF. Avant de reprendre notre débat du jour, un point sur l'information avec vous, Cécile Merrieux. C'était le 7 janvier 2015, les attentats de Charlie Hebdo. Cela fait 10 ans. Au cours de cette attaque de la rédaction de l'hebdomadaire satirique, 12 personnes sont tuées par des djihadistes. En quelques jours, la liberté d'expression, les forces de l'ordre et la communauté juive ont été ciblées. Des actes revendiqués par Al-Qaïda et l'organisation État islamique. La maire de Paris, Anne Hidalgo, rendra hommage aux victimes en présence d'Emmanuel Macron et de plusieurs ministres. Le président souhaite qu'il n'y ait aucun répit dans la lutte contre le terrorisme. Il a déclaré devant les ambassadeurs français réunis à l'Élysée que c'est un risque qui demeure prégnant dans nos sociétés et qui implique qu'il n'y ait aucun relâchement. 7 mois après un incendie criminel, la synagogue de Rouen a une nouvelle fois été attaquée. 4 tags antisémites ont été découverts ces derniers jours sur les lieux de culte et sur la résidence du rabbin en face de la synagogue. En Nouvelle-Calédonie, le nouveau gouvernement échoue à désigner son président. Les non-indépendantistes majoritaires n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur un nom. L'archipel a été en proie à de violentes émeutes il y a plus de 7 mois. Il a plongé dans l'incertitude le 24 décembre par le renversement du gouvernement de l'indépendantiste Louis Mapou en place depuis 3 ans. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, appelle ce matin les ressortissants français à ne pas se rendre en Iran. Ceci jusqu'à la libération complète des détenus français dans ce pays. La Corée du Nord affirme avoir testé avec succès un nouveau missile hypersonique. Selon le dirigeant Kim Jong-un, le missile est destiné à dissuader tous les rivaux du pays dans la région Pacifique. Cet essai s'est déroulé hier au beau milieu d'une visite en Corée du Sud du secrétaire d'État américain Tony Blinken et à 2 semaines de l'investiture de Donald Trump à la présidence des États-Unis. Justement, hier, le Congrès américain a certifié la victoire de Donald Trump à la présidentielle. Il consacre ainsi son retour triomphant du milliardaire républicain à la Maison-Blanche. Un premier décès humain lié à la grippe aviaire a été recensé aux États-Unis. C'est ce qu'ont annoncé lundi les autorités sanitaires de l'État de Louisiane, précisant qu'il s'agissait d'un patient âgé qui souffrait d'autres pathologies. Merci beaucoup Cécile Merrieux. Prochain point sur l'information à 10h. La suite du débat du jour, nous sommes toujours avec Clotilde Brossolet, éditrice, essayiste, et Carole Sabat, avocat et porte-parole de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France. Nous parlions juste avant les informations de cet esprit Charlie, et je voudrais vous partager la réaction d'un auditeur sur direct@rcf.fr. Vous pouvez aussi réagir sur direct@radionotre-dame.com. Albert qui nous dit les cathos tendent l'autre joue, ce sera notre perte vis-à-vis de l'islam. Je ne suis pas Charlie, non au blasphémateur. Est-ce que Clotilde Brossolet, tendre l'autre joue, n'est pas inhérent, constitutif de la religion chrétienne ? Oui, c'est inhérent, évidemment, on va pas revenir là-dessus, mais moi je crois que dans une société, il y a toujours besoin de Charlie Hebdo. Il y a toujours besoin, aux marges, de petits groupes qui font grincer des choses, qui, par l'outrance, disent aussi une part de vérité. Voilà. Alors, aux marges, vous dites ? Aux marges, oui, aux marges. Je ne pense pas que ça puisse être le cœur de la culture politique et médiatique. Mais c'est le cœur de la culture médiatique, Clotilde, Charlie Hebdo. Non. Ouais. C'est le surmoi de la profession journalistique, vous le savez bien. Ah, ça c'est évident. Ouais, c'est l'évidence. Enfin, c'est pas du tout marginal. Mais c'est pas marginal, mais l'influence de Charlie Hebdo doit être aux marges. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Charlie Hebdo mais ça ne se décrète pas. C'est vrai que ça ne se décrète pas. Alors là, non, mais je veux pas vous contredire. Mais je crois qu'on a besoin quand même de ça. Mais c'est marginal en termes de nombre de ventes. Je suis en train de chercher termes de nombre de ventes. Mais ça n'a aucune importance, le nombre de ventes. Non, mais en termes, je pense même d'influence aujourd'hui. C'est parce qu'on n'ouvre pas. Qui lit Charlie Hebdo ? Pas grand monde. Tous les journalistes lisent Charlie Hebdo, je suis désolé. Mais c'est pas parce que tous les journalistes lisent Charlie Hebdo. On est 2 dans le studio, Louis, à ne pas lire, je pense. Non, moi je lis Charlie Hebdo, je suis désolé. Non, bien sûr. Pas moi. Moi aussi.
je l'avoue. Mais je pense qu'en fait, si on peut revenir juste un moment en arrière sur la question en fait du fait religieux, le fait de faire des amalgames aujourd'hui est vraiment problématique. Et l'absence du politique, puisqu'on disait tout à l'heure en fait, qui se méfie en fait du fait religieux. Tout le monde se méfie du fait religieux, oui et non. Et les politiques aujourd'hui sont pas seulement en France en fait, mais dans le monde entier, sont dans une forme d'ambivalence par rapport à cette question-là. On voit très bien, par exemple, dans le mandat du président Macron, comment il a eu le discours au Bernardin, qui était un discours très ouvert aux religions. Et on s'est tout de suite dit, en fait, il s'inscrit directement dans le récit, je dirais, national de Paul Ricoeur, dont il est le disciple. Et par la suite, on a vu dans la pratique que c'était pas forcément les cas. Le jour où il y a des problèmes, on revient vers les religions. Donc cette ambivalence est problématique. Quand je vois aujourd'hui que, par exemple, sur le numéro spécial, moi j'aime bien Charlie, parce qu'en fait, les valeurs de Charlie Hebdo, c'est des valeurs d'humour, c'est des valeurs aussi de liberté d'expression. La satire, c'est quelque chose de très important, ça fait partie de notre culture française. Mais une chose est d'être satirique, d'avoir de l'humour, et une autre chose d'être dans l'excès et de cultiver l'amalgame d'une certaine manière. Mais ce que dit Clotilde, c'est qu'en fait on a besoin de ça parce que c'est une forme de sas, de décompression dans une société sinon qui risque de se fossiliser. Juste terminer sur un point. Vous n'êtes pas d'accord avec ça, Carole? Oui et non. Je dis oui, non. En fait, il faut voir aussi les niveaux des différentes composantes de la société, à quel niveau elles sont, leur sensibilité, comment elles sont. On peut pas comparer aujourd'hui, en fait, même à l'intérieur des chrétiens, des communautés chrétiennes, on a des gens qui sont très radicalisés, dont la foi est une foi non pas essentielle, existentielle, mais une foi identitaire, et d'autres qui, comme certains disent, il faut tourner à la joue parce que le christianisme c'est toujours dans la tolérance. Philippe Val, en fait, il faut pas l'oublier, en 2015, a été très critiqué à gauche aussi, parce qu'en fait, certains considéraient qu'il était proche en fait des milieux sarkozystes et qu'il était plutôt à droite, je dirais. Et donc cette volonté de provoquer, je dirais, d'aller dans l'excès, dans la provocation, il le dit lui-même, c'est une forme de tolérance, mais c'est une tolérance dans l'excès. Est-ce que cette tolérance dans l'excès est acceptée par tout le monde quand tout le monde n'est pas au même niveau, je dirais, de l'acceptation de cela? Ça, c'est un vrai problème. Mais le numéro spécial increvable qui vient de sortir, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, par exemple, sur l'emprise des religions sur les libertés. C'est pour ça ils ont lancé un concours aujourd'hui là-dessus. Mais qu'est-ce que ça veut dire emprise? Emprise, c'est un terme qui est très lourd. Je dirais, on peut pas mettre toutes les religions, ni l'islam, ni le christianisme, dans le cadre d'une sorte d'emprise. C'est comme si, en fait, on était... on ne sait pas de quoi on parle, en fait. On ne sait pas de quoi on parle. Mais ça, est-ce que ça clarifie, en fait, la question? Non, au contraire. En fait, ça crée des amalgames et des confusions. Donc là aussi, il y a une responsabilité. Violence, hein. Bien sûr, il y a une responsabilité côté des gens qui veulent utiliser l'arme du satire, de la satire et de la provocation, de savoir aussi comment l'utiliser. Le pape François disait, on peut rire de Dieu, mais sans offenser les sentiments religieux des fidèles. Bon, où est-ce qu'on met le curseur? Ça, c'est un vrai problème. Où est-ce que vous le mettez, Clotilde, le curseur? Moi, je crois qu'il y a une distinction entre ce qu'on va dire être la loi, et je pense que Charlie Hebdo a le droit de tout dire et de tout écrire. Voilà. Enfin, moi, je suis plutôt pour une liberté d'expression la plus large. Mais là-dessus, il y a ce qu'on appelle l'éducation, la bienséance. Et c'est-à-dire que ce que Charlie Hebdo peut se permettre, c'est pas le Point ou le Nouvel Obs qui peut se le permettre aussi. Parce que ce sont pas les mêmes types de titres de presse. Et je crois qu'il y a aussi des niveaux de ce point de vue-là. Et l'avantage de la diversité de la presse, c'est que celui qui va être dans la caricature ne va pas faire du reportage longue durée avec avec une presse, avec une recherche de vérité. Il y a la caricature, c'est d'abord une presse d'opinion. Et je pense que c'est là-dessus que nous devons nous éduquer. C'est reconnaître la différence entre une presse dite généraliste d'information, où évidemment qui est toujours je ne crois pas à la vérité absolue possible dans l'homme. Je pense que l'homme est toujours subjectif. Donc il y a une part de subjectivité, et la presse qui s'assume presse d'opinion. Et je pense que c'est ça qui manque en fait. Mais la question, et donc quand Charlie Hebdo attaque l'Église catholique, je regarde, c'est pas toujours très agréable. Parfois, il y a des éléments de vérité. Faut quand même reconnaître que tant qu'elle sera attaquée, ça sera bon signe. Ça prouve mais moi, je pense que c'est bon signe aussi, et parce que je veux. Est-ce que vous pensez, Carole, ça justement? Quand on est attaqué, ça prouve que vous êtes reconnu. Mais bien sûr, c'est ce que je dis moi tout le temps en fait. C'est-à-dire que même les gens qui se sont insurgés contre en fait la sorte de parodie quand il y a eu la séance d'ouverture des JO, moi j'étais contre en fait de réaction
religion. Mais il y a une frange en fait, catholique aussi, un peu de l'extrême droite, de la droite extrême, je sais plus comment il faut parler, qui considérait que la foi identitaire était attaquée. Oui, mais là je vous reprends encore une fois, on n'est pas besoin d'être extrémiste pour être choqué. Tout à fait. Vous pouvez être choqué, mais ça ne veut pas dire que vous... C'est pour ça la question du droit. En fait, moi, je n'interroge pas du tout le droit de Charlie Hebdo d'écrire ou de ne pas écrire. Tant qu'on est dans le cadre de l'ordre public et du droit en fait français, il n'y a pas de problème. La question, c'est la responsabilité, je dirais, en fait, d'un instrument de presse et des médias. Saint Paul disait, moi, en tant que chrétien, je réagis toujours en fonction, en fait, de ce que disent les Écritures et mes pères. Saint Paul disait, tout m'est permis, mais tout n'est pas convenable. Donc, quelque part aussi, il y a une certaine, un certain arbitrage qui doit être fait en fonction de l'état de la société pour éviter justement d'instrumentaliser, qu'on soit instrumentalisé ou d'instrumentaliser des sujets. Mais encore une fois, lorsqu'on parle d'emprise aujourd'hui, 10 ans après Charlie, moi, je me sens pas Charlie quand on parle en fait d'emprise des religions sur les libertés. Moi, en tant que chrétien orthodoxe, j'ai pas l'impression d'avoir de l'emprise en fait sur les orthodoxes. Au contraire, ce que je dis, c'est de développer la tolérance, la liberté d'expression, des valeurs républicaines. Donc là aussi, ce genre d'amalgame, à mon avis, ça crée des problèmes davantage que des solutions, quoi. J'entends, mais je voudrais pas qu'on aille jusqu'à poser la question qui a été posée à l'époque au moment des attentats, de savoir est-ce que la rédaction de Charlie Hebdo a bien fait de publier ces caricatures. Et aujourd'hui, 10 ans après, je dis oui, malgré le coût que la rédaction que Charlie Hebdo a payé, oui, parce que je crois que, en fait, on tourne autour du pot dans cette conversation, mais comme tous, il y a une spécificité pour l'islam en France. L'islam en France a une spécificité est en train d'apprendre à vivre avec cette laïcité. Pour nous, les chrétiens, la chose est entendue depuis un moment. Alors forcément, aujourd'hui, nous en payons encore les pots cassés, mais en fait, je crois qu'il faut... Si nous nous interdisons de publier les caricatures du prophète, ça veut dire que nous nous interdisons de nous poser la question de comment c'est pas certain que les chrétiens l'ont intégré, à mon avis. Parce que lorsqu'on voit en fait le décalage entre l'institution et, je dirais, le développement d'un certain nombre de groupes charismatiques, de développement de groupes en fait qui justement, comme l'auditeur tout à l'heure qui disait que pour moi en fait, non, en fait, je vais pas tourner la joue parce que sinon je vais monter au ciel complètement défiguré si je continue à tourner la joue tout le temps en fait à tout le monde. Donc il y a ces deux. On est dans un monde aujourd'hui qui est traversé, on le dira peut-être. Disons que l'activisme musulman incite à ne pas rester passif. Alors les autres se mobilisent aussi. Tout à fait. Parce si eux se bougent, moi pourquoi je me mobilise? Oui, mais ça veut dire que c'est la réponse du berger à la bergère. Et moi, je me considère pas comme une communauté. En fait, moi, je vis dans un pays où je peux vivre ma foi, un pays qui est de tradition chrétienne. Donc ça joue aussi pour le vivre peut-être plus facilement. Mais en fait, c'est ça la difficulté. Si une partie des musulmans, attention à ne pas essentialiser, mais une partie des musulmans se sent touchée et réagit, et si moi, en tant que chrétien, je fais pareil, en fait, je me mets au même plan. Non, je ne suis pas une communauté opprimée en France. C'est pas toujours facile d'être catholique en France, c'est vrai, mais je ne suis pas une communauté parce que mon baptême m'invite à penser pour le monde, m'invite à penser l'universalité. Donc, je peux pas me replier sur moi-même. Et du coup, je pense que c'est ça. Si les catholiques se comportent comme ceux qui crient à la lutte contre la discrimination des musulmans en France, à ce moment-là, je pense que nous avons perdu le fondement. C'est pour ça que vous n'êtes pas sur une radio communautaire, je l'ai toujours dit depuis. Absolument. On parle de l'islam là. Est-ce que c'est seulement un sujet avec l'islam ou il peut y avoir un sujet aussi avec ceux qui prônent une laïcité radicale, parfois presque une laïcité sectaire, ou même en fait des communautés chrétiennes qui sont radicales aussi. Je veux dire, je sais pas. Les évangéliques en France n'ont pas la même tradition. En fait, le mouvement évangélique en France, qui est un mouvement qui vient des États-Unis, qui est beaucoup plus structuré, en France, il vient pas des États-Unis. C'est plus complexe. Oui, d'une certaine manière aussi, je veux dire, on s'identifie parce qu'on est dans un monde global aujourd'hui où toutes les frontières sont traversées. C'est pas du tout la même sensibilité historique que les protestants historiques en fait de France. Donc, on peut avoir aussi une tentation d'un christianisme identitaire. On a eu des exemples dans le passé, on peut avoir des exemples aujourd'hui. La vraie question, c'est les socles républicains, c'est l'intégration républicaine. Parce que là, on parle, en fait, ça fait 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes, on parle de communauté, par rapport, alors que le terme de citoyenneté, en fait, est le terme essentiel. La citoyenneté ne doit pas être mise en opposition par rapport à la foi, par rapport, en fait, aux convictions personnelles qui ont le droit de s'exprimer dans le public. Donc un citoyen doit pouvoir parler de tous les sujets d'intérêt général. Tout à fait.
Lorsqu'on dit séparer en fait l'espace public de l'espace privé, ça veut rien dire. Parce que lorsqu'on cantonne les chrétiens uniquement, alors que les chrétiens, à l'essence même du christianisme, c'est la mission, je veux dire, c'est pas la conquête, mais la mission dans le témoignage pacifique. Alors que d'autres religions peuvent considérer la mission comme une conquête. Est-ce qu'on n'est pas, Carole et Clotilde, aussi un petit peu à côté du débat, si on considère qu'aujourd'hui, les tabous dans la société dans laquelle nous vivons ne sont pas forcément d'ordre religieux. Ils peuvent l'être pour une partie des musulmans. Je vais reprendre votre formulation tout à l'heure, Clotilde, sur la manière dont on parle du prophète, Mahomet. Oui. Je mets les mots avec des guillemets puisque c'est dans leur bouche. Mais il y a d'autres sujets sur lesquels la société est tout à fait épidermique et qui sont impossibles, quasiment impossibles à aborder, sauf peut-être sur une antenne comme la nôtre. Et ceux-là, en fait, on réclame pas de liberté d'expression sur ces sujets-là. Non ? Tout à fait. Vous pensez auquel, par exemple ? Je pense à certains sujets sociétaux, par exemple. C'est très difficile d'avoir une parole aujourd'hui qui soit même juste audible. Oui. Non, moi je pense que c'est une question de pyramide des valeurs aussi. Et la loi aujourd'hui réprime aussi cette... Bien sûr. Et protège de nouveaux tabous. Oui, oui. Et on est dans un phénomène ascendant par rapport à ça. Parce que les réformes sociétales, c'est des réformes qui sont en rupture. Par exemple. Hein. Tout à fait, parce que les réformes sociétales sont des réformes qui sont en rupture par rapport à une pyramide de valeurs qui existe depuis 15 siècles, 16 siècles. Le judéo-christianisme avec ses valeurs, etc. Aujourd'hui, on est à un moment de rupture par rapport à ça. Et donc, c'est ce moment de rupture qui crée cette ambivalence, qui crée cette confusion. Parce que aujourd'hui, il y a de nouvelles valeurs qui s'imposent à la société, qui veulent s'imposer à la société, et qui sont parfois en contradiction, en opposition totale. Je pense à la constitutionnalisation de l'IVG. Est-ce que ce n'est pas un moyen d'empêcher la liberté d'expression sur un sujet d'intérêt général ? Tout à fait. Bah, si, totalement. Voilà. Mais il y avait déjà eu une loi précédente qui, justement, condamnait toute remise en cause de l'avortement. Donc les tabous, le blasphème, ça existe à toutes les époques, peut-être pour ça mais que ça moi, prend des visages différents. Je pense que la liberté d'expression, plus elle est vaste, mieux c'est, en fait. Parce que ce qu'on interdit aux autres, ça finit par nous être interdit à nous aussi. Eh bien d'ailleurs, Jean-Luc nous dit que même la liberté de la presse doit avoir des limites, et Joseph dit lui que le respect dû aux personnes me semble plus important que la liberté d'expression, ce point de limite, cette ligne de crête entre et respect... ça, c'est chaque rédaction qui doit placer sa limite. C'est ce que dit d'ailleurs pas la loi, en fait. La loi protège le croyant, pas les croyances. Normalement, la loi protège... Enfin, je parle à l'avocat aussi, les personnes. Sur les personnes, quand elles s'estiment visées, elles peuvent effectivement se prévaloir d'une action devant les tribunaux. D'où l'action pénale est une action personnelle, c'est pas une action en fait... Oui, en même temps, la loi Prévin permet une action collective quand même. Eh bien, le débat du jour pourra continuer sur ce sujet. N'hésitez pas à continuer à réagir par mail direct@radionotre-dame.com, direct@rcf.fr. Allez, on va passer à Elon Musk, peut-être, et Emmanuel Macron, qui a appelé la France et l'Europe à savoir coopérer avec Donald Trump, qui va bientôt être investi président des États-Unis pour une seconde fois. Mais il a vivement dénoncé dans un même discours une nouvelle internationale réactionnaire. Emmanuel Macron s'en est pris au tribun populiste en attaquant le mouvement de pensée qui accompagnait sa victoire et dont il est le symbole. Et alors il a eu une phrase, voilà 10 ans, si on nous avait dit que le propriétaire de l'un des plus grands réseaux sociaux du monde soutiendrait une nouvelle internationale réactionnaire et interviendrait directement dans les élections, y compris en Allemagne, qui l'aurait imaginé ? C'est ce qu'il a dit devant les diplomates. Qu'en pensez-vous ? Carole Sabat, Clotilde Brossolet. Clotilde ? Si notre démocratie était suffisamment forte, elle ne craindrait pas les tweets d'un trublion américain. Voilà, je pense que j'ai envie de répondre tout simplement ça. C'est-à-dire que la réaction d'Emmanuel Macron est bien la preuve que notre système démocratique est d'une fragilité terrible et que nous craignons aujourd'hui des intrusions dans la vie politique, des intrusions américaines dans la vie politique. J'avais envie aussi de lui répondre, mais pareil, c'est la réponse du berger à la bergère. Alors comme je viens de la condamner, je le dis quand même, mais je suis pas très fière. Pendant des années, Soros a financé les partis politiques progressistes dans les démocraties occidentales. Donc, c'est pas un fait nouveau. Le seul moyen de s'en prémunir, c'est d'abord la question de l'éducation, de la construction de l'esprit critique. Voilà, on vient d'en parler. Et puis, finalement, ça pose toujours aussi la question de la souveraineté. À partir du moment où nous gouvernons pendant des années, on laissait partir des pans entiers de souveraineté. Ils peuvent pleurer aujourd'hui sur la souveraineté numérique et la capacité d'influence qu'utilisent des réseaux sociaux qu'utilisent certains. Voilà. On a quand même nos hommes politiques pendant des années nous ont dit on peut pas décider de ça, c'est au niveau européen. Oui, mais c'est pas moi, c'est au niveau gna gna gna. Bon, finalement, ça arrive jusque là.
Carole Sabat. Moi, je pense que c'est une réflexion un peu d'une extrême par rapport à une autre, parce que depuis, je dirais, si aujourd'hui, on est dans un momentum politique international, et on le voit très bien, par exemple, la chute de Trudeau est très emblématique et très... Merci de lier les sujets, il nous reste 10 minutes. Ouais, de ce moment, je dirais, de ce forme de libéralisme mondialisé, globalisé, etc., dont le président Macron est aussi une forme d'expression aussi, dont l'Allemagne aussi était aujourd'hui d'expression. On voit très bien que dans tous ces pays de démocratie qui ont adopté cette forme de ultralibéralisme, en fait, qui voulait déstructurer toutes les valeurs, remettre en cause tout, etc., au nom d'un bien-être qui n'est jamais arrivé, alors que les gens sont aujourd'hui beaucoup plus malheureux qu'ils étaient il y a quelques années. On voit qu'il y a une vague, en fait, de ce qu'on appelle la révolution conservatrice, la contre-révolution conservatrice, avec l'arrivée de Trump, avec Milei en Argentine, avec, en fait, Orban et je parle de cet ensemble, je dirais là. Ce qui se passe aux États-Unis aujourd'hui, c'est pas uniquement le phénomène d'Elon Musk, en fait, en tant que tel. Il y a derrière Trump toute une révolution, je dirais, néoconservatrice, qui est très, très importante, qui est financée par des think tanks, en fait, qui travaillent depuis l'époque de Reagan sur la réinstauration des valeurs conservatrices à l'intérieur même de la société américaine. On a vu en fait les effets au niveau de la Cour suprême qui aujourd'hui à grande majorité est conservatrice. Donc ce que le président Macron appelle comme étant une forme d'international un peu réactionnaire, c'est un faux débat quelque part. Mais la réalité, il faut l'adopter d'une autre manière. Il faut voir en fait comment nos gouvernances sont fragilisées. La France en fait est retombée en 4e République. Trudeau aujourd'hui il vit la même chose. Il se macronise aussi d'une certaine manière parce que le petit parti de gauche qui le soutenait en fait est sorti de la coalition, donc il est fragilisé, il perd en fait dans les sondages et donc c'est le libéralisme de Trudeau qui est une sorte de libéralisme ouvert à différentes choses, à tout et n'importe quoi. C'était une sorte de patchwork. Donc et le vrai débat c'est comment en fait la montée conservatrice et les menaces en fait qui viennent des États-Unis pour le Canada. Donc on est dans ce moment là. Donald Trump veut fusionner le Canada et les États-Unis. Annexer même en fait. Annexer. Et donc il le dit, ça fera une superpuissance extraordinaire et le chômage pourrait baisser, etc. Tout est possible. Je veux dire, quand ce discours-là, c'est un peu comme le discours peut-être de la Russie vis-à-vis de l'Ukraine, c'est-à-dire intégrer l'Ukraine dans c'est comme si en fait le Canada, on n'a jamais accepté que le Canada pouvait être autre chose que le 51e en fait État des États-Unis. C'est ce que dit Trump d'ailleurs. En fait, ils peuvent parfaitement être le 51e État des États-Unis. Je pense quand même, pour revenir à Elon Musk, la réaction d'Emmanuel Macron vient du fait en partie qu'Elon Musk a pris position en Allemagne pour l'AfD, donc les partis d'extrême droite allemands. Mais en fait, Emmanuel Macron, il est un peu démuni dans l'analyse de la situation parce que il a reçu Elon Musk il y a quelques années avec les honneurs d'un chef d'État, hein, vraiment. Il l'a reçu à l'Élysée. Mais en fait, Elon Musk, c'est pas un réactionnaire, c'est même pas un conservateur. C'est un ultra-libéral, transhumaniste. Et donc, qualifier ça... Et en fait, je pense que Emmanuel Macron est complètement perdu dans son analyse. Il ne voit pas qu'en fait, il y a différentes couches et que Elon Musk est un opportuniste, est un libéral, donc c'est un opportuniste. Un libéral, c'est forcément un opportuniste. Bah oui, parce qu'en fait, c'est l'intérêt qui prime. Donc, on va là où son intérêt prime et est facilité. Et donc, je pense que c'est pas... Elon Musk n'est pas un réactionnaire. Aujourd'hui, il est du côté de Donald Trump pour des questions d'affaires, finances, enfin, vraiment pour des questions d'économie, avec et voilà. Et donc je pense que à devoir en permanence commenter tout ce que fait les uns et les autres, et ça c'est la maladie que Twitter nous a inoculée. Emmanuel Macron en est la première victime. Finalement, on me fait aussi monter en épingle des gens qui n'ont pas grand intérêt. Et c'est comme la question de l'annexion du Canada. Est-ce que nous sommes obligés de commenter toutes les provocations, aussi convaincu soit-il de Donald Trump, en fait, en les commentant systématiquement, nous leur donnons de l'importance et nous leur donnons du poids politique. Parce que en politique, il y a quand même quelque chose de l'ordre de la parole performative qui, à force d'être dite, devient réelle. Donc, à votre avis, il n'aurait pas dû, Emmanuel Macron, employer cette formule d'international réactionnaire? Il aurait dû dire autre chose? Non, je pense qu'aujourd'hui, il a plus ça. Il a parlé aux diplomates, aux ambassadeurs. En revanche, parler de la question de la souveraineté numérique, de la manière dont les réseaux sociaux influencent la démocratie, mais avec un peu une hauteur de vue, à mon avis, aurait été beaucoup plus intéressant pour nos ambassadeurs. Quand même une nuance quand il dit nos démocraties libérales n'ont pas été assez efficaces face aux défis des classes moyennes, ça c'est vrai, dit-il, le président. Il a quand même le droit de dire des choses bonnes de temps en temps. Mais ça ne veut pas dire que les démocraties illibérales ou les régimes autoritaires seraient plus efficaces. Donc c'est quand même une forme d'équilibre. La vraie question aujourd'hui, c'est de quoi la démocratie
est-elle la définition aujourd'hui? C'est ça le vrai problème. C'est-à-dire que même, je dirais, aux États-Unis, il y a une forme aussi de démocratie libérale qui est en train de monter en puissance, d'une certaine manière, avec une forme d'autoritarisme, je dirais, de Trump, qui dit moi, dès que j'arrive à la Maison-Blanche le 20 janvier, je vais décider un certain nombre de choses. Ça, c'est quoi? C'est en fait. Mais bon. Mais en quoi ce n'est pas démocratique, puisque c'est ce qu'attendent non, je dis pas que les c'est pas populations disent, mais je dis pas que c'est pas démocratique, mais quand il y a une vague de populisme, de vague de dimension populaire qui a porté au pouvoir, en fait, avec aujourd'hui aux États-Unis, il a tous les pouvoirs, que ce soit au Sénat, que ce soit au Congrès, que ce soit, je dis, à la Cour suprême. Je veux dire, est-ce que c'est une forme de même Hitler? Je ne vais pas comparer les deux parce que c'est pas ça mon sujet. Mais Hitler est arrivé aussi d'une façon démocratique. La vraie question aujourd'hui, dans cette opposition démocratie illibérale par rapport à démocratie libérale, si cette distinction existe aujourd'hui, c'est que les démocraties libérales devaient donner une vision d'exemplarité, je dirais, de la démocratie qui, malheureusement, depuis 40 ans, 50 ans, a failli. Et ce qui a pris le dessus, c'est l'ultralibéralisme, ce qui est une forme de radicalité où on pousse les gens à être tout le temps dans des formes de mutation permanente qui créent du malheur plutôt que du bonheur. Et donc, c'est ça la vraie question. C'est pas la question des démocraties illibérales. Pour moi, les démocraties illibérales n'ont pas prouvé jusqu'à aujourd'hui et ne prouveront pas qu'ils sont beaucoup plus efficaces d'une démocratie libérale. Moi, je préfère la liberté que l'illibéralité. Mais lorsque la démocratie libérale, qui doit être un exemple de démocratie dans le monde, un exemple en fait de deux poids, non pas de deux poids, deux mesures dans différents conflits, un exemple de comment on peut partager en fait les biens communs de l'humanité, lorsqu'on est failli sur tous ces sujets-là, on ne peut pas donner des leçons. Mais attention, hein, ce qu'on appelle les démocraties illibérales sont pas si illibérales que ça. Elles ont toutes mis au cœur de leur économie l'économie de marché, assez libérale et comment dire sans le moindre. L'économie de marché, une économie de marché avec peu de contraintes. Hein. Donc, et en fait. Les choses sont plus nuancées qu'une opposition franche entre des démocraties qui seraient libérales en économie et politiquement et des démocraties qui seraient illibérales et politiquement et économiquement. Je pense elles ne sont pas étatistes économiquement. Elles ne sont pas étatistes économiquement et sur les sujets sociétaux, elles sont parfois très libérales sur certains sujets. Donc je pense que là encore, c'est ultra compliqué et mettre tout le monde dans le même panier, le risque c'est de finalement... Ce qui rend la définition quand même un petit peu complexe, hein, parce que justement, si on a une sorte de patchwork, pour reprendre votre expression, Carole Sabat, également du côté des démocraties libérales, ça rend la définition de l'illibéralisme délicate dans l'esprit de nos contemporains. Elles sont plutôt identitaires que illibérales, je trouve, je pense. C'est la conciliation du libéralisme et du conservatisme. Est-ce que c'est possible d'être libéral conservateur? Et d'un populisme conservateur, mais d'abord d'un populisme conservateur. Bon, bah écoutez, ce sont des réflexions qu'on pourra continuer à partager. Effectivement, il y a un mot qui est revenu tout au long. Il y a un mot qui est revenu tout au long de ce débat. C'est le mot identitaire. Il faudrait peut-être faire C'est vrai. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi être identitaire? C'est la question que je me posais. Je me dis, mais en quoi, quelle est mon identité? En fait, est-ce que le fait que je sois, moi, je suis journaliste, je suis un homme. Est-ce que ça devient fait de moi quelqu'un d'identitaire? Justement, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, le terme a été galvaudé quelque part, parce que l'identité, c'est une définition de soi. C'est une définition de soi qui ne doit pas forcément être en opposition avec les autres. Par contre, quand la définition de soi devient un étendard, en fait, de conquête et de guerre, en fait, vis-à-vis de l'autre, là, ça devient problème. Aujourd'hui, la question de l'identité se pose en opposition et non pas en complémentarité avec les autres identités. Juste pour terminer, puisque Tocqueville aussi, qui était un grand observateur, Alexis de Tocqueville, qui est un grand observateur de la démocratie américaine au 19e siècle, parlait de despotisme mou. Et disait comment, en fait, dans ces formes de démocratie, il y a une forme de despotisme mou qui peut naître et qui peut, c'est pas une question uniquement d'économie ou de barrières économiques ou d'économie de marché. C'est une question, quelles sont les valeurs qui dirigent la société? Si c'est des valeurs libérales dans le bon sens du terme ou c'est des valeurs uniquement de despotisme qui peut être masqué. Et donc, cette notion de despotisme mou, il faut peut-être la revoir et relire Tocqueville. Eh bien, ça nous fera beaucoup de débats du jour en perspective. Merci beaucoup Clotilde Brosselet, éditrice essayiste, chroniqueuse de Mercredi sur Radio Notre-Dame et RCF, et Carole Sabat, avocat porte-parole de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France. Merci à tous les deux pour le débat du jour.